Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment backtester une stratégie grâce au logiciel Excel. Le but de cette vidéo, c'est de backtester cette stratégie qui consiste à acheter le S&P 500, donc l'indice boursier américain de référence, lorsqu'il est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours ou que sa moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. D'accord? Sinon, eh bien, on va tenter plusieurs options. Soit on va vendre et rester en cash, soit on va vendre et acheter des obligations, soit on va vendre et shorter le marché. Voilà. Le but, c'est de comparer la performance de ces trois stratégies face au benchmark. Donc là, vous avez un aperçu hein, devant vous. Le but, c'est de réaliser ce même graphique, ce même backtest. Voilà. Alors, pour commencer, il faut télécharger les données du S&P 500, toutes les données que nous avons besoin. Donc pour cela, on va se rendre sur Yahoo Finance, hein. Moi, c'est le site que j'utilise, hein, mais il y a également Google Finance et MSN Money. On va cliquer sur l'onglet Données historiques. Puis, nous allons backtester la stratégie depuis 1950. Voilà, 1950. Donc, 01, 01, 1950. Données historiques, fréquence journalière, on applique. Et ensuite, une fois que la page a rechargé, voilà, on clique sur Download. On ouvre le fichier téléchargé. Puis on va convertir hein, ce fichier CSV avec les données en texte en données exploitables, hein. Donc on va séparer hein, tout ce texte par des colonnes et préciser le format de chaque colonne. Donc on sélectionne la colonne A, on clique sur Data, puis Text to Columns. Si vous ne savez pas, hein, là je vais aller un peu vite, mais si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder puisque ça va vous permettre de savoir à peu près là ces premières démarches. Convertir le texte en données, voilà, tout ça c'est vu dans la première vidéo, donc si vous n'avez pas vu, mettez pause sur celle-ci et allez sur la première. Voilà, delimited, on sélectionne comma, ensuite on précise la date, ici le format donc c'est année, mois et jour, donc YMD, finish, voilà. On va remplacer les points par des virgules, donc point, virgule, replace all. Ah, donc Excel se charge à notre place de faire tous ces remplacements, hein, ce qui prendrait énormément de temps à le faire manuellement. Vous voyez qu'Excel a fait 88 565 remplacements en l'espace de quelques secondes. On va garder que la colonne close, hein, parce que point haut, point bas, ça, quand on fait sur un backtest, sur un horizon de temps aussi long, tout ce qui se passe en intraday, ça nous intéresse peu, à part si vous backtestez une stratégie qui est faite pour l'intraday, bien sûr, mais une stratégie de long terme, ce qui se passe dans la séance, ça va avoir peu d'intérêt, hein. Donc, voilà. On s'applique à maintenir un fichier Excel toujours propre parce que lorsque vous allez faire des études qui vont s'étaler sur des dizaines de colonnes, des centaines, des milliers peut-être de lignes, eh bien, lorsque vous allez réouvrir votre fichier Excel dans 2 semaines, dans un mois ou dans 3 mois, vous aurez perdu hein, dans votre esprit vos repères, pardon, et, euh, et du coup vous allez être un peu perdu si votre fichier n'est pas bien ordonné. Donc c'est important au fur et à mesure de la construction de votre étude de garder un fichier Excel propre. Voilà. Voilà, donc deux colonnes, la colonne date, la colonne S&P 500. Il faut que nous calculions la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours. Donc pour cela, hein, on va utiliser la formule average égale average, moyenne. Donc on va calculer la première moyenne mobile à 50 jours. Donc on va aller à la cellule 51. 51, pas 50, parce que eh bien, la première hein, ligne, elle est destinée aux en-têtes. Donc ça décale tout de 1. D'accord, de une ligne. Donc ligne 51 égale average. Je rappelle, j'ai mon logiciel en anglais, hein. Donc si vous avez votre Excel en français, au lieu d'écrire égal average, il va falloir écrire égal moyenne. Et là, on va sélectionner la plage de données des 50 premières cellules. Voilà, donc là c'est bien 50, vous voyez 50 R fois 1 C. Donc ça, 50 rows, donc 50 lignes fois une colonne. Entrée.
Voilà, donc là on a la moyenne des 50 premières cellules. On double-clique sur le petit carré en bas à droite qui permet de répliquer cette formule jusqu'en bas. Voilà, on va aller tout en bas. On clique sur F2 pour éditer la formule. Et là, on voit bien que la moyenne, elle est bien glissante, d'accord? Puisqu'on a les 50 dernières données. Voilà, même chose pour la moyenne mobile à 200 jours. Donc, on va aller à la ligne 201. 201. Même formule, average, sauf qu'au lieu de sélectionner 50 premières cellules, on sélectionne les 200 premières. Voilà. On ferme la parenthèse. On a la moyenne mobile des 200 premiers jours de 1950. On double-clique sur le petit carré en bas à droite pour répliquer cette formule jusqu'en bas. Et là, c'est parfait. On a 4 colonnes, date, S&P 500 et nos deux moyennes mobiles. On va calculer 3 stratégies différentes. La première qui va être d'acheter le S&P 500 si le S&P 500 ou la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de la moyenne mobile à 200. Sinon, on va juste rester en cash, donc on va vendre. D'accord. La deuxième stratégie, ça va être la même chose, sauf qu'au lieu de rester en cash lorsqu'on aura vendu le S&P 500, on va acheter des obligations. Et la troisième formule, c'est au lieu d'acheter des obligations ou d'être en cash, on va shorter le marché. Donc on va non seulement vendre le S&P 500, mais on va également le shorter. Voilà, donc on rajoute une colonne, stratégie 1, donc cash. Alors, puisqu'il nous faut la moyenne mobile à 200 jours, eh bien on va estimer que jusqu'aux 200 premiers jours, eh bien là, le portefeuille va suivre bêtement le S&P 500. Et c'est qu'à partir du 200e jour qu'on pourra commencer à calculer la stratégie puisqu'on commencera à avoir la moyenne mobile à 200 jours. Voilà. Donc on va aller à la première cellule où il y a la moyenne mobile à 200 jours, donc la ligne 201. 202, on décale d'une cellule vers le bas et on va écrire égal if, donc si, et ensuite on va calculer, on va rajouter une condition qui est or. La condition or, c'est tout ce qu'on va mettre dans cette fonction. Et bien, si l'une de ces conditions est vraie, et bien, dans la fonction si, et bien, ça va pouvoir calculer euh, et bien, ce qu'il y a dans la value if true. Et sinon, ce sera value if false. Donc là, on va dire à Excel, si l'une de ces conditions est vraie, eh bien, on passe à la suite. Donc if, ensuite ou, et là, on va mettre toutes les conditions optionnelles. Donc on va pouvoir en mettre plusieurs. Parce que si on ne met pas le or, on a droit qu'à une condition, qu'un test logique. Or, nous, on a plusieurs tests logiques. On veut acheter le S&P 500 si soit le S&P 500 est au-dessus de sa moyenne mobile à 200, ou soit la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de la moyenne mobile à 200. Donc, il y a deux conditions, et c'est ou. C'est l'une ou l'autre condition, ou les deux. Mais en tout cas, c'est au moins l'une des deux conditions qui doit être vraie. Donc, c'est pas le and, d'accord? C'est pas les deux conditions qui doivent être vraies, c'est l'une des deux. Donc, c'est or. Donc, si le S&P 500 est au-dessus de la moyenne mobile à 200, ou que la moyenne mobile à 50 est au-dessus de la moyenne mobile à 200. Donc je rappelle, on sépare les conditions par des points-virgules. Hein. Donc là, on a la première condition, point-virgule, la deuxième. Voilà, on a mis nos deux conditions, point-virgule, et là, vous voyez en gras, si l'une des deux conditions sont vraies, value if true, valeur du portefeuille, fois la performance du S&P 500. Parce que si l'une des deux conditions est vraie, on est exposé sur le marché. Donc, on calcule, on additionne la performance du S&P 500 à la valeur de notre portefeuille. Par contre, si les deux conditions sont fausses, si l'une des deux, enfin si aucune des deux conditions sont vraies, eh bien on reste en cash. Donc valeur portefeuille de la veille. On ferme la parenthèse, c'est parfait. Et là on va double-cliquer sur le petit carré en bas à droite pour répliquer cette formule jusqu'en bas. Et là vous voyez, si on va jusqu'en bas, on constate une valeur totalement différente du S&P 500 puisqu'on est à 3814 points, la valeur de notre portefeuille, alors que le S&P il est à 2991. Donc on surperforme en quelque sorte
le S&P 500. Maintenant, on ne sait pas encore à quel risque, hein, si la volatilité est plus élevée ou pas, mais au moins on sait que là, on surperforme pour le moment. Et vous voyez que là, on a les mêmes valeurs. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, les deux conditions qu'on a remplies au début ici, vous voyez, les deux conditions, eh bien, elles sont fausses. Donc si elles sont fausses, on est en cash. On est à la valeur de la veille. Et donc en fait, vous voyez que là, la stratégie, elle est passée en cash à partir, à partir du 31 mars. Donc 31 mars, vous voyez qu'on a deux fois la même valeur parce que au 30 au soir, la stratégie a vendu le S&P 500. Et depuis, on est en cash. Pourquoi? Bien parce que ni le S&P 500, ni la moyenne mobile à 50 jours est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours depuis le 31 mars. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est un graphique. Donc un graphique, on sélectionne les deux premières colonnes, puis on reste appuyé sur CTRL et on sélectionne la colonne E. Voilà. En restant appuyé sur CTRL, ça permet de sauter, ouais, des colonnes ou des cellules ou des lignes, peu importe. Mais voilà. Donc on a trois colonnes sélectionnées. On va pouvoir insérer un graphique basique, un graphique en ligne. Voilà. On va le mettre un petit peu en forme parce que là, c'est pas très lisible. Vous voyez, il nous faut un graphique déjà logarithmique, hein, sur du aussi long terme, hein. La valeur du S&P 500 à l'époque a été très très faible. Donc là, on ne voit absolument rien de ce qui se passait dans les années 70, 60, même 80. Donc, valeur logarithmique, minimum, on va mettre 10. Échelle, hein, minimum 10. Les dates, ça, on va enlever le jour, le mois. On va juste garder l'année. Ça a peu d'intérêt, hein, ici, là, les jours et les mois. Donc dans le format de la date, on va garder juste A, qui veut dire année, hein. Voilà. Autant de dates, c'est pas forcément très utile, donc on va afficher que tous les 10 ans. On va agrandir ce graphique. Oups. Alors, excusez-moi, je fais une petite erreur. 10 et en largeur 20. Voilà. Ensuite, vous savez, dans les plateformes de trading, souvent on a la cotation qui est à droite, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité de la cotation récente, hein, du prix. Donc c'est ce que nous allons faire. On sélectionne l'axe des abscisses. On va des options et at maximum date. Vertical axis, vous voyez, at maximum date. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire d'un point de vue esthétisme, c'est rajouter des petits, je sais pas comment on appelle ça, mais des crosses. Et le mettre en noir. Vous voyez, cross, ça va être ce qui est ici. Vous voyez là les petits petites droites là, verticales qui remontent dans le graphique, c'est cross. Voilà, donc on va faire pareil, hein, pour l'axe des ordonnées. Tick, marks, cross. Et on va même mettre minor, cross. Non, puisque c'est. Non, finalement non, puisque étant donné qu'on a un graphique logarithmique, vous voyez, ça fait un peu bizarre, donc c'est pas très esthétique. On va l'enlever. Voilà. Ok, alors le benchmark, nous allons le mettre en noir, hein. Le benchmark, c'est notre référence, hein, donc c'est le noir. Et ensuite, toutes les différentes stratégies, on va les mettre en certaines couleurs. Donc là, on a le orange, on va regarder le orange, c'est très bien. On va réduire un petit peu la taille, hein, l'épaisseur du trait, parce que bon, quand on va avoir plusieurs stratégies, si on a des trop gros traits, ensuite on va pas pouvoir très bien distinguer toutes ces différentes stratégies. Chart title, nous allons mettre achat, alors stratégie d'achat du S&P 500, si S&P 500 ou MM50 est inférieur à la moyenne mobile à 200. Donc
Pardon, on achète si le S&P 500 ou la moyenne mobile à 50 est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, bien évidemment. Voilà, donc ça c'est parfait. On a un graphique qui représente le S&P 500 en noir et notre stratégie en orange. Donc on voit quand même bien que cette stratégie, bon, elle a permis un petit peu de surperformer à partir on va dire, du milieu des années 70, mais c'est surtout depuis le début des années 2000, en évitant les bear markets de 2001-2002 et de 2007-2008 et début 2009, que cette stratégie a réellement permis de surperformer le marché. Et là, on voit l'alpha, l'alpha qui est énorme, hein. L'écart entre le S&P 500 et la stratégie est grande. Et c'est surtout que ça a permis psychologiquement d'être assez confortable, hein, parce que lorsque le marché baissait 50% ici, là on avait une baisse mineure. Prochain webinaire, prochain live sur YouTube la semaine prochaine, même heure, mercredi, ça sera sur toutes ces statistiques, le drawdown, ratio de Sharpe, etc. etc. C'est ce qu'on calculera la semaine prochaine. Donc ça fait pas c'est pas le sujet de ce webinaire, mais là on voit, et ceux qui connaissent un petit peu ce qui s'est passé sur les marchés première décennie des années 2000, on a eu deux gros bear markets, bull tech et crise financière des subprimes provoquée par les subprimes. Et là finalement le portefeuille, on avait extrêmement peu de pertes par rapport au récent plus haut. Donc c'était vraiment une stratégie qui psychologiquement permettait d'être confortable. C'est une stratégie de suivi de tendance, c'est l'avantage des moyennes mobiles, c'est le pouvoir des moyennes mobiles. On va avoir des faux signaux de temps en temps, mais lorsqu'il y aura des gros bear market, eh bien ça va permettre de les éviter. Voilà, donc passons à la deuxième stratégie qui correspond à la même, sauf que au lieu de rester en cash après qu'on ait vendu, on va plutôt acheter des obligations de long terme. Parce que généralement, vous savez que lorsque les actions baissent, on a des obligations qui montent. Les obligations sont des valeurs en refuge, l'or aussi, mais l'or dans une différente manière. Si on regarde statistiquement, la corrélation est beaucoup plus négative entre les actions et les obligations que entre les actions et l'or. Il me semble, de mémoire, la corrélation entre l'or et les actions, elle est de moins 50%, quelque chose comme cela, sur du long terme. Donc elle est quand même négative, mais elle n'est pas non plus énormément négative. Par contre, la corrélation entre les obligations et les actions, c'est de moins 90%, à peu près. Donc c'est-à-dire que dès que les actions descendent ou que les actions montent, on a l'inverse sur l'autre marché. Voilà, donc stratégie 2, ça va être avec les obligations. Donc pour cela, il faut qu'on télécharge les données, les cotations des obligations. Malheureusement, si vous n'avez pas de terminal Reuters ou pas de terminal Bloomberg, ça va être très difficile de trouver ces données-là sur Google, sur Internet. Euh, je les ai cherchées pendant très longtemps, mais je ne les ai pas trouvées. Donc ce qu'on va faire, c'est télécharger seulement les données du TLT, qui est un ETF, peut-être le plus gros ETF sur les obligations. Donc c'est des obligations américaines qui sont détenues dans ce fonds. L'inconvénient, c'est qu'il est créé que depuis 2002. Donc, on n'a pas toutes les données avant 2002. On va partir du principe qu'avant 2002, on reste en cash lorsque la stratégie dit de vendre. Par contre, dès que on a les cotations du TLT, au lieu de rester en cash, on va acheter des obligations. Il n'y a pas le choix, j'ai cherché vraiment longtemps sur Internet le prix des obligations depuis 1970-1960. Je n'ai pas trouvé, donc voilà, il n'y a pas le choix. Maintenant, si vous les avez, tant mieux pour vous. Donc là, on retourne sur le finance. Excusez-moi, j'ai sauté un petit peu la démarche. On écrit TLT, c'est un ETF, je rappelle. Vous voyez, iShares 20-year Treasury Bond ETF. Donc c'est une moyenne d'obligations de 20 ans. No ha sido posible. Los partidos no han alcanzado un acuerdo y el próximo 10 de noviembre volvemos a estar. Voilà. Donc ensuite on clique sur données historiques. Time period, on prend le maximum. Donc vous voyez 30 juillet 2002 jusqu'à hier. Aujourd'hui, pardon. Historical prices, fréquence daily. On clique sur apply. Et ensuite download. On ouvre le fichier. Et là, on se retrouve à nouveau avec un fichier au format CSV. Donc, il faut refaire la démarche où on convertit ces données en colonnes et en formatant chaque colonne. Donc, on sélectionne la colonne A, data, text to columns, hop.
On garde seulement la colonne close. Voilà, donc là, quand on a des dièses, c'est que la colonne, la largeur de la colonne n'est pas assez grande pour afficher les données. Donc en fait, faut l'agrandir manuellement. D'accord, donc c'est pas une erreur Excel. Ensuite, on va sélectionner ces deux colonnes, on va les copier et on va les coller dans notre fichier. Alors pas dans le même onglet, on va le coller dans un autre. Cet onglet, ça sera l'onglet où on va regrouper toutes les données externes. Voilà, data, on renomme, et là, backtest. Voilà, donc là on a le backtest et dans cet onglet data, on a les données du TLT. Donc là, la mise en forme importe peu, mais bon, si on l'a fait, c'est quand même mieux. Voilà, donc maintenant on va insérer notre colonne TLT. Alors pourquoi, pardon, j'ai mis un L en trop, pourquoi on n'a pas directement collé la colonne TLT à la colonne F? Eh bien tout simplement parce qu'ici on a les dates de 1950, donc les données 1950, et nous tout en haut les premières données que nous avons c'est 2002. Donc on aurait collé les données, on aurait les données de 2002 ici, qui correspondraient aux dates de 1950 dans ce tableau. Donc ça aurait été totalement faux. Il faut que ces valeurs de 2002 soient alignées avec la date. Donc pour cela, on va utiliser une formule qui s'appelle égal VLOOKUP, si vous avez votre Excel en anglais. Si vous avez votre Excel en français, ça va être égal recherche V, V pour vertical. Donc VLOOKUP, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher cette date, point virgule, dans cette plage de données. Donc dans la plage de données, il faut sélectionner là où on recherche la date et là où on va chercher la valeur qui correspond à cette date. Donc on va rechercher la plage de données, c'est nos deux premières colonnes, c'est la colonne A et B. Voilà, on sélectionne toute la plage de données. On appuie sur F4. En appuyant sur F4, regardez dans la formule en haut ici. Voilà. En appuyant sur F4, vous avez des dollars qui s'affichent. Les dollars vont immobiliser la plage de données. Ce qui va permettre ensuite, lorsqu'on va déplacer cette formule, lorsqu'on va copier-coller cette formule d'une à une autre, ou quand on va double-cliquer sur le petit carré, vous savez, en bas à droite de la cellule, pour répliquer cette cellule jusqu'en bas, enfin cette formule jusqu'en bas, pardon, et bien ça va permettre de garder cette plage de données fixe. Et celle-là va fluctuer. Voilà, vous allez mieux comprendre par la suite, si ce n'est pas clair, vous inquiétez pas. Donc simplement appuyer sur F4 une seule fois pour qu'il y ait bien les dollars devant A, dollars devant 1, dollars devant B, dollars devant 4488. On ferme la parenthèse, non on ferme pas la parenthèse, on met un point virgule. Et ensuite, donc si Excel trouve A2 dans cette plage de données, eh bien on veut afficher la valeur de la deuxième colonne. Donc on précise à Excel deuxième colonne. La deuxième colonne de cette plage de données. D'accord? Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si il y a le 3 janvier 1950 dans cette page de données, Excel va afficher la colonne, la deuxième colonne de cette page de données, donc c'est la colonne B. Voilà. Bon, là, il y a une erreur puisque 1950, il n'y a pas dans cette page de données des données de 1950. Donc, au lieu de garder cette erreur visible, on va se mettre entre le égal et le VLOOKUP et on va écrire if error. Donc je suppose qu'en français, si vous avez votre Excel en français, ça va être si erreur ou erreur si peut-être. Voilà, égal erreur si ou égal si erreur. Donc if error. Donc si là il y a une erreur, on va dire à Excel de ne rien afficher. Donc on ouvre les guillemets et on ferme les guillemets. On ferme la parenthèse, on clique sur entrée. Et là vous voyez, puisqu'il y a une erreur, Excel n'affiche rien. On double-clique sur le petit carré en bas à droite de la cellule pour répliquer cette formule jusqu'en bas. Et là, vous voyez qu'on a les formules du TLT. Petite parenthèse au niveau des dollars, en appuyant sur F4. Regardez, en mettant les dollars, vous voyez qu'en transposant en faisant glisser cette formule jusqu'en bas, on a cette plage de données qui est restée fixe à 1. Vous voyez, ici, on a la même chose. Vous voyez, là, on a, peu importe la cellule où nous sommes, ces valeurs-là sont les mêmes. Par contre, la première donnée ici, elle fluctue.
c'est parce que nous n'avons pas mis de dollars. Si nous avions mis un dollar devant le A ou devant la ligne, le numéro de la ligne, eh bien, cette ligne serait restée fixe. Voilà, donc ça, c'était la parenthèse sur le dollar. Dollar, ça sert à immobiliser une cellule ou une plage de cellules dans une formule. Donc, peu importe que ensuite vous copiez votre cellule à droite, à gauche, la plage donnée restera exactement la même. Il n'y aura pas de glissement. Ensuite, on va créer une nouvelle colonne, stratégie 2, entre parenthèses, obligations. Donc les obligations d'État, on va mettre plutôt, non, obligations c'est plus, voilà, c'est mieux. Donc, pareil que par la stratégie 1, les 200 premières lignes, ça va être égal au S&P 500, puisqu'il nous faut la moyenne mobile, au moins la moyenne mobile à 200 jours pour calculer, pour commencer à calculer cette stratégie. Donc on va aller au niveau, voilà, de la ligne 202, on va copier cette formule, et on va la coller ici. Maintenant, ça, on l'enlève, on le décale. Voilà, donc je vais refaire la formule manuellement pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc égal. Donc là, ce qu'on veut, c'est que c'est la même chose que la première stratégie, sauf qu'au lieu de vendre et de rester en cash, on va vendre le S&P et acheter le TLT si le TLT existe. S'il n'existe pas, on reste en cash. Donc égal if. Or, donc là, la base est la même, hein. Donc si le S&P 500 est au-dessus, la moyenne mobile à 200, ou que la moyenne mobile à 50, pardon, moyenne mobile à 200, c'est pas cette cellule, c'est celle-ci, ou que la moyenne mobile à 50 est au-dessus de la moyenne mobile à 200, point virgule. Donc là, c'est pareil, hein, c'est la valeur du portefeuille fois la performance du S&P 500, hein, puisque notre portefeuille il est exposé au S&P 500 à ce moment-là. Par contre, si la valeur est fausse, là, il faut qu'on regarde, il faut qu'on intègre une nouvelle fonction dans la fonction si. Donc, si la valeur du TLT est égale à rien du tout, bah dans ce cas-là, on va rester en cash. Donc, on va rester à la valeur de la veille. Par contre, si ce n'est pas égal à rien du tout, c'est-à-dire que le TLT cote, dans ce cas-là, on va acheter le TLT. Donc, la valeur du portefeuille fois la performance du TLT. On ferme la parenthèse deux fois parce qu'il y a deux formules ci. On a un briquet et une formule ci dans une formule ci. Voilà. Et ensuite, on double-clique en bas à droite, hein, sur le petit carré pour répliquer cette formule jusqu'en bas. Et là, vous voyez qu'on a une valeur finale, hein, d'un portefeuille qui est différente de notre première stratégie et qui est différente du S&P 500. On voit que cette deuxième stratégie a permis de surperformer la première. Pourtant, on est resté une grande partie de cette stratégie. Au final, c'est que depuis 2002 que cette stratégie est différente de la première. Parce que jusqu'à 2002, hein, cette stratégie, elle n'achète pas des obligations puisque le TLT n'existait pas. Il restait en cash. Voilà, donc si on revient au niveau de 2002, juillet 2002, hein, les premières cotations de ETF TLT, normalement on devrait avoir des valeurs similaires entre les deux stratégies. Et vous voyez que c'est bien le cas, hein. Jusqu'au 29 juillet 2002, on a quoi? On a 1523, 1523. Vous voyez que là les deux sont similaires. C'est qu'à partir de ce moment-là où on commence à avoir quelque chose de différent. Voilà, donc c'est parfait. On revient dans notre graphique, on le sélectionne et on va ajouter cette deuxième stratégie à notre tableau. Donc, on sélectionne graphique, chart design, select data, ajouter le titre, stratégie 2, voilà, première cellule, et ensuite la série. On sélectionne la première cellule, on descend tout en bas, entrée, entrée, OK. On remonte pour un autre graphique, et erreur, alors, où est mon erreur? Ah, parce qu'il faut préciser, d'accord. Je n'ai pas précisé la date de ces données-là. Donc, vous voyez que ici, la date, elle est précisée. Ici aussi, mais pas ici. Donc, horizontal, edit. Et là, on va sélectionner les mêmes dates, hein. Voilà, donc toute la colonne A.
Et là, normalement, non. Alors, pourquoi cette erreur? Tac, tac, tac. Ah, parce que j'ai pas sélectionné, vous voyez, là, je suis pas remonté à la deuxième cellule, à la deuxième ligne. J'ai cru que j'étais remonté, mais en fait, pas du tout. Donc là, il faut que je remonte. Voilà. Donc j'avais mal sélectionné en fait la plage des valeurs. Voilà, donc là, j'ai 2 jusqu'à tout en bas, hein, 17 714. Ok, ok, ok. Et là, normalement, voilà. Ah, c'est bon, ça s'affiche correctement. Donc on double-clique sur notre série. On va réduire, pareil, hein, cette largeur, cette épaisseur du trait. Et on va pas mettre du gris, on va mettre une couleur, on va mettre un bleu. Voilà. Voilà, donc, stratégie qui est meilleure que la première, légèrement meilleure, en tout cas qui est bien meilleure qu'un achat passif sur le S&P 500. Troisième stratégie, je rappelle, c'est au lieu d'acheter des obligations ou de rester en cash, c'est de shorter le marché. Est-ce que ça vaut le coup finalement de shorter après avoir vendu en fait? Donc, troisième colonne, stratégie. Non, on va faire une colonne déjà, performance, S&P 500, pour que ce soit un peu plus clair ensuite. Voilà, performance du S&P 500. En fait, finalement, shorter, c'est quoi? C'est profiter de l'inverse de ce qui se passe sur le marché. Donc, si le S&P, par exemple, si vous shortez et que demain le S&P il monte de 1%, bien vous avez perdu 1% sur votre position. Par contre, si vous avez shorté et que le S&P perd 1%, vous avez gagné 1%. Donc, finalement, la performance négative du S&P 500, c'est une plus-value pour vous. Donc, on va calculer la performance inverse du S&P 500. Donc là, déjà, performance classique. Performance classique, c'est quoi? C'est cette donnée-là moins celle-ci. Voilà. Ok, donc là, on a la performance du S&P 500. Ce qu'on veut, c'est l'inverse. Donc en fait, si le S&P monte de 1%, nous, on veut eh bien qu'on perde 1%. Et si à l'inverse, le S&P perd 1%, eh bien on veut gagner 1% sur notre portefeuille. Donc on va calculer la performance inverse. Performance inverse, c'est on fait 1 divisé par la performance. Voilà. Et là, on a la performance inverse du S&P 500. Voilà, donc c'est parfait. Et maintenant, on va créer une nouvelle colonne. Stratégie 3, entre parenthèses, short. Donc je rappelle, hein, les 200 premières lignes sont les mêmes hein, que les autres stratégies, puisque en fait on copie le S&P 500, parce qu'on n'a pas la valeur, la moyenne mobile à 200 en période, donc la stratégie ne peut pas commencer tant qu'on n'a pas de la valeur de la moyenne mobile à 200 jours. Ensuite, on va aller donc à la ligne 202, et on va écrire si, donc la base, encore une fois, c'est la même que les deux premières stratégies. Donc si or S&P 500 est supérieur à la moyenne mobile à 200 ou que la moyenne mobile à 50 est supérieure à la moyenne mobile à 200, alors on est à l'achat, donc la valeur de notre portefeuille fois la performance du S&P 500. Sinon, et c'est là où l'intérêt de cette colonne, eh bien on fait la performance de notre portefeuille fois l'inverse, donc l'inverse de la performance du S&P 500, donc la valeur de cette cellule. Pourquoi j'ai sélectionné cette cellule et pas celle-ci? Eh bien parce que alors attendez. Ah oui, j'ai mis une parenthèse en trop ici. Voilà, alors pourquoi j'ai sélectionné cette cellule et pas celle d'en haut? Bien parce que c'est dans celle d'en haut, on calcule la performance de l'avant-veille. Nous, ce qu'on veut, c'est la performance entre du jour comparé à la veille. Voilà, donc ensuite pour répliquer, hein, pareil, on double-clique en bas à droite.
Et là, si on va de son bas, on constate eh bien, une valeur au 26 mai 2020 à 4862, ce qui est au-dessus de la stratégie avec les obligations, au-dessus de la stratégie cash et au-dessus du benchmark, hein, bien au-dessus du benchmark même. Donc on va aller sur ce graphique et on va ajouter cette troisième ligne, hein. Donc on le sélectionne, select data, add, le titre stratégie 3 short, donc backtest la première ligne. Et ensuite on va aller à la deuxième ligne de la colonne I et on va aller tout en bas de la colonne I. Ok, ok. Et voilà, en jaune nous avons notre dernière stratégie qui revient à shorter. Donc c'est super, hein, enfin ça superforme. Maintenant, bon, vous voyez que là, par exemple, vous voyez la crise de 2008, là où on a la grosse baisse du S&P 500, c'est super parce que vous, bon, en shortant, vous en avez profité, mais au final, vous perdez quasiment tous les gains à mesure que le marché, comment dire, remonte. Le temps que les conditions, l'une des deux conditions de notre stratégie deviennent vraies, deviennent valides, vous avez perdu des gains. Donc ça peut être pas mal de shorter, on va dire, de shorter, mais bon, il n'y a pas que ça. Les obligations sont aussi sympas. Après, bon, statistiquement, c'est clair, on a une super performance en shortant. Maintenant, à quel prix et à quelle volatilité? Est-ce que ça superforme avec une volatilité ajustée? Ça sera le sujet du prochain live, mercredi prochain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir. Pour le soutien, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir. Et écoutez, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, même heure, mercredi 16h, pour le prochain live où on va reprendre ce fichier Excel et on va calculer tout ce qui est drawdown, tout ce qui est le Sharpe ratio, l'alpha, etc. Tout ça, le rendement annualisé, c'est ce que nous calculerons lors du prochain live, mercredi prochain. Très bonne journée à vous et je vous souhaite une excellente aventure sur Excel.